je vais vous présenter, comme la coutume le veut, quelques projets que je vais essayer d'articuler autour de thèmes principaux que je développe depuis, on va dire, 7-8 ans. Et c'est que des projets récents, réalisés ou en cours de réalisation que je vais vous présenter ce soir. Donc le premier thème, ça serait intercommunicabilité et mutabilité. Je ferai le rapprochement entre notre profession qui est en pleine mutation et la société qui, précisément, elle aussi est en pleine mutation. Deuxième chapitre, ça serait consonance et dissonance, comme l'addition d'éléments qui peuvent paraître contradictoires, mais qui me permettent d'aller au plus près d'un contexte. Et texture urbaine, comme la façon d'exprimer la ville dans sa grande échelle. Intercommunicabilité et mutabilité. Donc, c'est un constat partagé. Nous sommes dans une société d'hypercommunication. Et avec le développement d'Internet, nous sommes à l'heure de l'intercommunicabilité. L'intercommunicabilité, c'est la mise en commun de tous les modes de communication, en tout cas de beaucoup de modes de communication, qui se réfèrent à l'acte de construire. Donc en fait, cette intercommunicabilité a beaucoup d'incidences à la fois sur notre mode de vie, sur l'économie, sur l'économie et sur les différents moments de la création. En fait, ce qui m'intéresse en fait dans l'intercommunicabilité, c'est que c'est le lieu de mélange en fait, de métissage en fait, de cultures, de mots composés, de moteurs hybrides, et c'est toute cette énergie qui m'intéresse. Donc je développe en architecture un style qui pourrait se référer à la disponibilité. Et plutôt qu'un seul style que je développerai, quel que soit le projet, je préfère parler d'une diversité d'écriture qui me permettent à chaque fois de rentrer au plus près d'un contexte. À l'heure actuelle, les cycles d'économique sont de plus en plus courts. Et le problème en fait, des bâtiments, c'est qu'au moment où on les conçoit et au moment où on les réalise, déjà le programme a changé. Et après, il faut souvent avoir des modifications importantes sur les bâtiments. Donc je propose d'intégrer en fait, dans les gènes même du bâtiment cette idée de mutabilité, ce qui permettrait d'entrer en fait, dans cette réalité, de cette nécessité d'avoir à faire évoluer très souvent les projets sans que pour autant ces modifications ne viennent pénaliser ou ne viennent gêner ou abîmer un projet. Je prendrai deux exemples de projets qui se réfèrent à la question de la mutabilité. Je commencerai par la Poste du Louvre et je continuerai par 3 tours que je réalise en ce moment à Strasbourg. Donc le projet de la Poste du Louvre, c'est un projet en plein centre de Paris. Donc tout le monde sait où il se trouve, près de la Bourse du Travail, et puis près de Beaubourg. Et en fait, c'est un îlot complet consacré uniquement à la Poste. Or, la Poste, service public, n'a plus les moyens de porter seul ce développement patrimonial, et donc a décidé de lancer un concours pour faire rentrer en fait justement en jeu des intervenants privés, mais en restant dans le concept de la Poste qui est d'un service H24, c'est-à-dire un service 24 heures sur 24. Donc va venir s'agréger en fait un hôtel de luxe, des bureaux, des commerces, crèches et commissariats, tous vont avoir un lien commun, c'est le service étendu. Alors je ferai juste une petite aparté sur le fait que le projet se trouve non loin de Beaubourg, qui est pour moi très représentatif des années 70 dans cette notion de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que dans un même bâtiment, on a mis en commun toutes les disciplines, et tandis que la Poste du Louvre serait le porteur de cette notion, enfin en tout cas c'est ce que j'imagine, d'intercommunicabilité, donc qui est vraiment représentatif des années d'Internet des années 2010. En sens que des programmes qui, a priori, n'ont rien à voir à faire entre eux, sont reliés par cette idée de service continu et qui créent du lien social d'une manière beaucoup plus fluide que selon des horaires arrêtés. Donc, cet exemple de la Poste, je le trouvais intéressant, d'autant plus que la question de la forme, pour le coup, est pour l'instant mise de côté, puisque Julien Guadet, en 1888, au moment de sa construction, l'aura résolu. Il a unifié l'ensemble de la façade par une paroi de pierre, alors même qu'il y avait 2 fonctions, la fonction poste et la fonction usine. Tout le travail que j'ai proposé pour justement travailler sur cette idée de mutabilité, c'est de continuer ce travail extrêmement
étonnant de ce bâtiment qui avait installé des structures métalliques intérieures extrêmement régulières, dans lequel il avait installé ces deux grandes cours qui correspondaient donc aux deux fonctions principales de l'époque et selon les normes du Code du travail de l'époque, où on pouvait être à 30 mètres de la lumière. Là, donc, j'ai fait un déplacement du vide pour permettre cette évolution des programmes dans cette même enveloppe. Et pour permettre à la fois une interchangeabilité et puis une évolution simple, j'ai rassemblé les circulations au centre pour libérer les façades. Donc on voit, c'est un bâtiment simple dans lequel se sont imprimés 6 cours permettant de faire venir la lumière d'une manière homogène. Alors là, tout se joue. Pour moi, c'était une question d'adressage. En fait, là, on se trouve dans le péristyle de la Poste du Louvre, donc qui était à l'origine destiné à l'arrivée au départ, comme on le voit sur la photo du bas. En fait, j'ai un pointeur. Et donc, une arrivée et départ en fait, qui permettait d'identifier les différents modes de la Poste. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé ce péristyle pour installer les différentes fonctions qui vont venir s'installer et qu'elles aient une adresse Poste du Louvre. Et c'est ça qui fera qu'elles seront des services identifiés comme des services H24. Donc on a quand même la Poste qui a réduit ses surfaces, mais qui maintient son rôle de service de poste 24 heures sur 24, la zone de tri, l'accès au lobby de l'hôtel, avec un restaurant en partie haute avec des vues à 360 degrés, la vue latérale en fait des bureaux selon un atrium, et les plateaux de bureaux qui se déroulent autour de ces grands atriums qui viennent percer le bâtiment et assurent cette covisibilité qui est pour moi le corollaire de l'intercommunicabilité physique et qui accompagne cette idée d'avoir la possibilité aussi d'avoir des drugstores et des commerces le long de la rue Étienne Marcel, que j'ai simplement accompagné en fait, l'architecture de Julien Guadet par des coupoles de verre. Voilà, donc un bâtiment qui s'ouvre largement sur l'extérieur et qui, et pour moi, pose une question qui me paraît extrêmement importante, qui est, c'est représentatif d'un nouvel équilibre entre un service public qui n'a plus les moyens d'assurer donc le développement patrimonial et un service privé qui est porteur d'une nouvelle synergie économique. Donc c'est bien que notre métier a un peu évolué, parce qu'il ne s'agit plus seulement de faire un bâtiment à un instant T, un objet fini, parfait, exaltant, mais aussi un projet qui doit être porteur d'un dispositif capable d'assurer cette temporalité courte et la temporalité longue, pour l'installer dans la durée. Je vous propose de visualiser le résultat. Un petit film court de 3 minutes.
Voilà, je continuerai avec le deuxième exemple sur les questions de la mutabilité. C'est un projet donc, que je viens de remporter à Strasbourg. C'était un projet européen lancé par la ville de Strasbourg et ICAD. Il s'agissait de redéfinir un axe économique entre Strasbourg et l'Allemagne, donc la ville de Kiel. C'est un projet mixte de 40 000 m², logements, bureaux, commerces, crèches, hôtels. Et ce qui m'intéresse là, c'est que c'est un morceau de ville qui va se dessiner sur le long de la presqu'île Malraux, qui avait déjà fait l'objet d'une restructuration, parce que c'est un ancien site industriel, puisqu'il y a la magnifique médiathèque de Ibos et Vitar, et le projet de Henri Gaudin, qui est le centre de danse et de musique. Donc le projet vient s'intercaler ou faire la liaison justement entre la presqu'île Malraux et le nouvel écoquartier dessiné par Christian de Villers. Ce que j'ai cherché à faire, c'est un dispositif qui permette de ménager des vues entre l'un et l'autre. Donc les tours semblent identiques, même hauteur, même texture, même socle, et en réalité, elles le sont. Parce que justement, j'ai voulu ne pas faire un projet bavard qui risquerait d'amoindrir le dispositif urbain. Et par cette façon-là, le dispositif permet d'être comme une agrafe urbaine entre les deux quartiers. Alors, ce projet, il est à la base, c'est donc un projet mixte. Pour être dans des, j'allais dire, je vais être un peu trivial, pour être dans les ABAC économiques, un projet mixte, il faut avoir des budgets en général un peu plus élevés. Or là, on avait un budget lambda pour chacun des projets. Donc ce que j'ai proposé, c'est de trouver par 3 dispositifs une manière de rationaliser et de mettre en commun des moyens pour plus de qualité architecturale. Donc le premier dispositif, c'était de dire, moi je ne crois absolument pas dans ces configurations à la mixité superposée, comme on le voit quelquefois, sinon c'est au détriment en fait, de la facture même du bâtiment. Donc je propose en fait des circulations verticales qui sont au centre pour dégager les façades et qui seraient uniquement dévolues à une fonction. Donc comme on le voit sur le schéma d'en dessous, les logements se superposent aux logements et les bureaux se superposent aux logements. Mais ce qui n'empêche pas de pouvoir développer plus de logements ou plus de bureaux l'un pour l'autre. Autre élément en fait qui a été porteur de beaucoup plus qui était beaucoup plus lourd à faire passer, c'était le déformatage des trames, parce qu'il y a une sorte de trames en fait qui sont un peu gravées dans le marbre. Pour le bureau, c'est 1,35 m, pour les logements, c'est 1,50 m depuis les nouvelles réglementations handicapées. Donc là, à force de travailler sur les travail de rentabilité, les épaisseurs des bâtiments, on a une trame commune et qui est le garant en fait de cette flexibilité. Donc d'un projet que je pensais théorique et que je ne gagnerais pas le concours, en fait ICAD en a vu la parfaite intérêt. Et d'ailleurs depuis que j'ai gagné le concours et maintenant on dépose le PC, on a changé le programme, mais au moins dans une proportion de 50%. Donc qui a fait que du coup, le promoteur a pu ajuster le tir en fonction des réalités économiques. Et pour autant, on est dans un dispositif, comme on le voit ici, qui est... donc là, on voit les 3 composantes, les escaliers au centre, donc la configuration en fait, pour les logements ou pour les bureaux, qui pourraient s'interchanger, et puis la trame répétitive. Alors, autre dispositif que du coup j'ai pu mettre en commun, c'est-à-dire une coursive qui vient entourer le bâtiment. Et cette coursive, au-delà du fait qu'elle me permet de donner l'identité architecturale du projet, notamment en étant Black Swan, elle est aussi le garant en fait d'une, j'allais dire, une urbanité, d'une sorte de filtre en fait entre l'espace public et la domesticité des bureaux, logements, etc., et de leur évolutivité possible. Donc on a cette coursive qui est plus ou moins serrée. Donc là, cette coursive devant un logement, elle devient balcon, et devant un bureau, elle deviendrait coursive d'entretien. Et devant certaines situations particulièrement privilégiées, notamment face au canal, ça peut devenir loggia, c'est-à-dire la partie à l'intérieur peut se retraiter. Donc on a un dispositif en fait, qui est globalement homogène, qui permet d'avoir cette variabilité et ce métissage en fait, des fonctions, mais à l'intérieur de cette même, disons, ce dispositif urbain. Là, bon, on a en plus un site particulièrement privilégié parce qu'on est entouré de deux bassins.
Et autre élément qui est un élément en fait aussi qui, je pense, installe le projet dans la durée, c'est le rapport à l'espace public du rez-de-chaussée qui est en double hauteur et qui permet d'absorber toutes les topographies, les variations des topographies du site, et puis surtout qui permet de donner une dignité à chacun des accès de chacun des programmes sans, disons, venir avoir des transformations difficiles avec l'accessibilité, je dirais, classique donnée à un projet d'ampleur qui est réellement lié, justement, là pour le coup, à la mise en commun des moyens pour avoir un projet un peu avec un peu, j'allais dire, un peu plus hors norme que ce qu'on a dans des projets très contraints économiquement. Donc ce qui m'intéresse en fait dans ce projet, c'est de trouver une alternative dans l'expression de la mixité plutôt qu'une sorte de collection d'objets avec des prouesses architecturales qui figent le projet dans une certaine temporalité. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'installer ce projet dans un équilibre entre deux temporalités, la temporalité longue de l'installation d'un projet dans un site donné, mais qui intègre la temporalité courte des évolutions programmatiques d'un projet sans le mettre en danger. Et donc, par l'addition en fait, de la question de la mixité et de la mutabilité, ça serait de retrouver les bases d'une nouvelle esthétique. Chapitre 2, consonance et dissonance. Donc, bon, c'est toujours un peu quelque chose que j'aime bien faire, c'est de trouver un peu tester un peu à travers d'autres, d'autres disciplines que l'architecture, un peu de façon de tester un peu l'évolution de la société. Et je trouve que la mode ou la musique sont assez révélateurs de justement ces métissages et ces hybridations qu'on voit naître d'une façon claire. Et bon, donc en fait, je ferai référence à la musique et à l'architecture. Donc la consonance en musique, c'est ce qui compose avec, tandis qu'en architecture, c'est justement c'est ce qui oui, c'est-à-dire qu'en architecture, c'est ce qui sonne avec, et en architecture, c'est ce qui compose avec. Excusez-moi. La dissonance, ça serait justement une sorte de... pour la musique, ce serait des notes qui viendraient perturber un mouvement mélodique, et tandis que pour l'architecture, c'est justement un contrepoint qui vient révéler l'ampleur d'un projet, et qui viendrait l'enrichir par justement une sorte de discordance ou d'anomalie. Alors je parle de consonance et dissonance synchronique en reprenant en fait les deux précédents projets. Donc consonance, ça serait bien la régularité des façades à la fois de la Poste du Louvre ou du projet de Strasbourg. On a quelque chose de très, très posé. Et après, ce qui vient perturber, qui vient apporter de la dissonance, c'est la temporalité des programmes mixtes qui viennent trouver un autre dispositif, et c'est l'assemblage des deux qui me permet de trouver un équilibre synchronique. Je parlerai d'une autre consonance et dissonance, les consonances et dissonances compatibles, et je prendrai pour exemple le projet d'Auteuil. Alors, c'est un projet particulier puisque le programme est consonant, c'est un seul programme, 400 logements, et ce qui est dissonant, c'est qu'il n'y a pas un auteur, mais 4 auteurs. Et 4 personnalités fortes, enfin en tout cas pour 3 d'entre elles, et qui doivent trouver une sorte de consonance justement dans un dispositif commun. Alors, je vais vous présenter rapidement le projet d'Auteuil. Donc c'est un projet effectivement de 400 logements qui suit du porte d'Auteuil avec une double maîtrise d'ouvrage. Paris Habitat pour les logements sociaux et Cogedim pour les logements en accession. C'est un projet qui se trouve donc, c'est un projet qui propose en fait une alternative à la centralité routière qu'est la porte d'Auteuil. On propose une centralité piétonne. Donc c'est un projet qui dispose 4 bâtiments librement disposés dans la continuité de la coulée verte. Le paysagiste, c'est Louis Bénèche qui a dessiné le parc, et donc on a parlé de parc habité. Rudy Ricciotti, donc je n'ai pas cité les 4 architectes, je crois. Donc il y a Rudy Ricciotti qui se trouve boulevard Suchet, Francis Solaire face à la Villa Montmorency, et Finn Gapel face à la porte d'Auteuil. Et moi, je suis au centre. Donc toute la problématique, 400 logements, donc on a considéré que c'était l'occasion de mettre en commun les moyens pour justement
d'avoir un positionnement politique fort qui était de dire il y aura la même prestation pour les logements sociaux et pour les logements privés. Alors pour ce faire, on a profité en fait de l'effet de masse, et donc on a tous la même menuiserie, et puis on a mis en commun en fait des matérialités à base d'aluminium perforé, plissé, fond d'aluminium oxydé, qui vont être utilisés par les uns et pour les autres pour faire cette œuvre commune. Donc la structure, comme on le voit, est aussi rationalisée, ce qui du coup, avec le facteur d'échelle, c'est un facteur d'économie substantiel. Et puis on voit en fait déjà, chacun a écrit à sa manière chacun des projets. Donc l'ensemble est une œuvre globale. On aurait pu imaginer qu'avec 4 architectes, il y allait y avoir 4 bâtiments complètement différents. Or, ils ne sont pas complètement différents, mais ils ne sont pas complètement pareils, et ils contribuent à faire un projet commun et qui est enrichi justement par ces variations d'écriture. Donc un projet à la fois consonant, dissonant, mais consonant et dissonant compatibles, et qui vient trouver la richesse justement par cet assemblage. Donc là, c'est un extrait de ma façade que j'ai mis au point là dans une sorte de... Indépendamment de la facture, c'est quelque chose que j'ai toujours développé, c'est-à-dire cette façon de mettre à distance en fait la domesticité des logements pour ne pas empiéter sur ce qu'on peut voir depuis l'espace public. Alors, ce que j'ai mis au point là, on pourrait croire que je pouvais le décliner après dans les autres projets. Or, non, parce que en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de réitérer en fait la même réponse à l'ensemble de mes projets, mais c'est d'à chaque fois, par la diversité des écritures, nous donner une liberté complémentaire à réinventer une proposition au plus près de la lecture d'un contexte. Donc que ce soit logement, bureau, équipement ou grand ensemble immobilier. Je commencerai à égrener quelques projets par un projet que je fais à Masséna. Donc l'aménageur, c'est la CEMAPA, le promoteur Vinci Immobilier et l'architecte en chef Bruno Fortier. Alors Bruno Fortier, et ce projet il est né d'un paradoxe parce que Bruno Fortier m'avait demandé dans sa ZAC d'avoir sur l'extérieur des îlots, d'avoir quelque chose d'assez fermé et par contre très ouvert à l'intérieur. Donc moi j'avais un problème, c'est que la façade principale, elle était ouverte au sud. Donc, pour des questions environnementales simples, ne pas ouvrir au sud, moi ça me perturbait. Donc j'ai quand même installé mes séjours au sud, avec un prolongement des loggias, et au nord et à l'est, j'ai installé les chambres. Alors pour résoudre ce paradoxe, j'ai installé une sorte de texture envahissante sur l'ensemble du projet, qui proposait donc une texture relativement fermée sur l'extérieur, mais qui en réalité à l'intérieur était très ouverte, puisque je suis 100% vitrée sur ces loggias, sachant que l'équilibre en fait, thermique, je le trouve par cette disposition de texture métallique qui vient réguler la température. Et surtout, ce qui me plaît beaucoup dans cette résolution, qui est une alternative, parce que j'aurais très bien pu faire, alors si je n'avais pas écouté l'architecte en chef, au sud, ouvert avec des balcons, et avoir comme ça une mise en scène, parce que souvent dans les logements à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de place, et donc les gens stockent sur leur balcon. Donc je trouve que ce projet est né de ce paradoxe, et je pense que c'est plutôt bien. Et donc là, on a ce projet qui se propose qui a trouvé une solution de rapport avec la ville, dans cette façon de tenir en fait son usage. Et après, tout se joue dans l'interface, justement, de l'interface entre la ville et l'intimité. Donc on voit depuis l'intérieur du logement, il y a des effets justement un peu variés selon les lumières. C'est un projet monomatière qui, en cœur d'îlot, donc, se déploie également avec de l'aluminium, mais qui, dans les façades, disons, nord et est, sont simplement emboutis et au plus près, en fait, de l'isolant. Alors ici, on voit dans le plan la disposition du projet qui est au centre, on a la bande active qui est
l'ensemble de la structure qui est centrée, qui est regroupée au centre, avec les fluides qui passent au centre, et ce qui permet de permettre une évolutivité en fait du logement, notamment dans son cloisonnement transverse. Même les porteurs entre les logements, enfin c'est pas des porteurs justement, pourraient être amenés à évoluer. On a donc deux limites, la limite imposée, celle de Bruno Fortier, celle de la ZAC, et la limite dessinée, celle du projet, qui est la résultante en fait d'une péréquation économique avec le promoteur. Et tout se joue dans l'interface, justement cette capacité à offrir un espace supplémentaire protégé et ouvert. Donc différentes configurations des loggias. Et donc là, on a justement le détail en fait de quand on est au sud et à l'ouest et quand on est au nord et à l'est. Donc une même géométrie qui vient glisser l'un sur l'autre. Voilà. Donc ce projet, je le trouvais important dans la mesure où il était une façon de proposer une alternative en fait au traitement, je dirais, où on a trop souvent dans le logement des façades en enduit avec des trous percés et qui portent une banalité dans le dessin même, alors que je trouve que de pouvoir se dire qu'il n'y a pas de fatalité à utiliser tel ou tel matériau pour telle ou telle fonction, c'est porteur peut-être d'un autre regard. Et surtout, ce qui m'a intéressé en utilisant ce métal, qui a priori inquiétait le promoteur, parce qu'on disait on ne met pas de métal, c'est pas très domestique pour le logement, c'est que ça permettait au contraire quelque chose d'un raffinement supplémentaire, qui était la façon de pouvoir iriser le bâtiment selon l'heure du jour, les saisons. Le bâtiment prend la couleur du ciel d'une façon très très différente. Et je me référerai à une phrase de Jean Prouvé, ce n'est pas la forme qui fait la belle chose, mais sa contexture. Un projet tout à fait différent, qui est un projet de recherche, mais qui a donné l'occasion d'autres projets réalisés. C'est un projet c'est le premier projet lauréat pour projet Basique Carbone. Non, projet, pardon, bas carbone EDF, que moi j'ai appelé Basique Carbone. C'est un projet qui visait à trouver une alternative à quelquefois des solutions environnementales qui sont quand même plutôt des artifices que des réalités. Et en plus de proposer, comment dire, parce qu'on est dans une période de mutation par rapport à ces problèmes environnementaux, une façon de proposer une identité architecturale. Donc ça, c'était un peu la demande du concours. Donc ce projet est la parfaite synthèse en fait, de différentes propositions environnementales pour que le bâtiment soit peu émissif en dioxyde de carbone, et puis qu'il ait l'identité architecturale bas carbone. Alors pour ce faire, il y a deux configurations du carbone. Une configuration positive et une position négative. La négative, c'est le dioxyde de carbone qui contribue par son accumulation à l'effet de serre, et la disposition positive qui est le diamant, et j'ai préféré le diamant. Le diamant, je l'ai largement percé au sud par de grandes loggias, faiblement au nord, et comme j'ai positionné ce projet dans le sud de la France, et la différence thermique entre la façade sud et la façade nord suffit à provoquer un courant d'air en été, et en hiver, ça peut faire une sorte d'accumulateur de chaleur. Autre élément que j'ai rajouté sur ce projet, c'est qu'un savant au Japon a inventé le dioxyde de manganèse, qui a la particularité de provoquer de la photosynthèse 300 fois plus efficace que ne pourraient le faire des végétaux. Donc ce dioxyde de manganèse, je viens le mettre dans le parement du béton. Et dernier point en fait d'analyse, c'est l'analyse de cycle de vie des matériaux, c'est-à-dire qu'on a choisi les matériaux en fonction de l'énergie nécessaire à la fois pour la fabrication des matériaux, la maintenance et le recyclage. Donc ce projet, il a été extrêmement porté par EDF, mais il n'a pas vu le jour. Par contre, Jean-François Guelette, qui beaucoup appréciait ce projet, m'a demandé de participer à un concours dans la ZAC Rungis, qui avait de fortes ambitions environnementales, projet que j'ai gagné. Donc c'est 100 logements qui vont être livrés là en mars 2014. Le promoteur, c'est encore Vinci Immobilier, et l'aménageur, SMAPA. Donc j'ai proposé de mettre 3 cubes dans ce site que je venais tronquer dans les angles pour permettre l'entrée du soleil d'une façon la plus performante possible.
puis ça permettait aussi d'avoir un rapport fusionnel avec le parc qui était adjacent à la parcelle. Donc comme là on n'est pas au sud de la Loire mais au nord de la Loire, j'ai fait des bâtiments plus épais et que du coup c'est un peu une transposition du projet bas carbone parce que j'ai également trouvé une façon de créer des courants d'air dans chaque appartement. Chaque appartement bénéficie de 2 loggias selon 2 orientations différentes et ce qui permet, selon le phénomène que je vous expliquais tout à l'heure, d'avoir cet fameux effet courant d'air. Donc un bâtiment en béton également, et avec la particularité de regrouper en fait les fenêtres pour arriver à mieux gérer les déperditions thermiques qui sont liées à la pixelisation des ouvertures dans le logement. Alors, autre projet qui est un équipement que je viens de livrer, qui est un équipement utilitaire, et qui était pour moi l'occasion de proposer une alternative à ces bâtiments utilitaires qui sont souvent délaissés, parce que c'est ni un musée, ni un théâtre, ni une médiathèque. Là, il s'agissait d'avoir de l'attention sur un lieu de travail, donc une cuisine centrale, et la ville de Paris a été complètement en synergie avec cette démarche. C'est un projet qui se trouve dans Paris, et donc il s'agissait d'avoir dans un quartier mixte une attention particulière. Donc un projet, une usine donc, où se réalisent 15 000 repas jour, avec une attention particulière aux conditions de travail, donc plafond aspirant, résine au sol qui permet que les chariots ne fassent pas de bruit, et puis de grandes ouvertures sur l'extérieur. Donc de grandes ouvertures selon un dispositif, donc les grandes ouvertures de la cuisine qu'on retrouve ici. Donc un dispositif très simple, black and white. Donc le blanc représente en fait la dimension hygiénique du bâtiment, qui est censé faire des repas pour des enfants, pour tous les enfants des collèges du 20e. Donc cette dimension immaculée, en fait, je l'ai préservée en mettant dans le béton, les panneaux préfats de béton, de l'ARCA. L'ARCA, ça a la particularité de faire par photocatalyse, en fait, ça absorbe les matières organiques, juste par l'action de l'eau et de la pluie. Les matières blanches, c'est le vitrage. Pardon, les matières noires, c'est le vitrage, notamment qui ont 2 configurations, c'est-à-dire transparentes pour mettre en scène, pas cacher en fait le mode opératoire de la cuisine, et la partie en ventelle, qui sont tous les espaces de travail, que ce soit l'administration ou les espaces de production, pour réguler le confort hygrothermique des usagers. Là, on se trouve dans le cœur en fait, de la cuisine. En fait, c'est la cour de livraison. Donc, il n'y a aucune esthétique enfin, l'esthétique n'a pas primé, c'est la fonctionnalité qui a primé. Pour autant, j'appelle ça le réacteur culinaire, en sens que c'est vraiment l'endroit en fait, qui doit être en co-visibilité, et non pas comme un rebut, vis-à-vis de l'administration et même vis-à-vis de la ville. Donc la partie haute, c'est le bloc administration qui s'est installé sur la cour de livraison, ce qui permet de résoudre le problème de l'urbanité, la continuité urbaine, résoudre la problématique de la diffusion sonore qui pourrait perturber le quartier et la diffusion olfactive. Donc on est dans la partie haute, dans l'administration qui vient entourer la cour de livraison. Je joue essentiellement sur la réflexion pour permettre à la lumière d'être partout présente. Je joue sur le contraste entre sophistication et simplicité. La sophistication notamment sur l'entrée de la cuisine centrale et simplicité sur la cour de livraison. Simplicité des couloirs en fait, de l'administration et sophistication de la cour de livraison depuis l'extérieur, parce que j'ai mis un film dichroïque sur les façades qui permet de diffracter la lumière et d'avoir des effets un peu disco, c'est-à-dire que d'un dispositif monomatière noire, j'arrive à trouver des espaces qui ont un certain chatoiement par ce dispositif. Donc le troisième espace qui pour moi était important, c'était l'espace en fait en plus, simplement lié au fait que j'ai déplacé le volume de l'administration sur la cour de livraison et j'ai permis ainsi d'avoir un espace pour le personnel disponible et puis surtout aux immeubles de logement d'avoir un gabarit beaucoup plus bas en confrontation et d'avoir la possibilité de voir un jardin au lieu de voir des groupes froids ou d'autres locaux techniques.
Voilà, une façon de pacifier un équipement, disons, utilitaire avec la ville. Alors ce projet-là, il est un peu aussi le démarrage de plusieurs autres projets. C'était une façon d'essayer de déformater peut-être l'esthétique qu'il est d'usage d'avoir dans l'immobilier des bureaux, enfin dans la production des bureaux. C'est un projet sur le plateau de Kirchberg. Non loin, il y a la cour de justice réalisée par Dominique Perrault. On est entouré, donc c'est un projet de 22 000 m² pour le fonds de compensation. Le contexte, c'est des bureaux de verre à perte de vue. Et ce que j'ai proposé, parce qu'il se trouvait qu'il y avait une sorte de place face au projet, c'était de proposer un bâtiment tout en corian, comme un objet un peu insolite. Alors le projet a fait un peu débat au moment du jury. Il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Et ceux qui étaient contre disaient « mais c'est pas possible, ça fait pas immeuble de bureau, ça fait ensemble culturel ». Donc ça voulait bien dire qu'il y avait une esthétique à une fonction qui est celle des bureaux. Pour autant, j'ai développé un dispositif hyper technologique dont le dispositif est très rationnel, c'est-à-dire que ça s'organise autour d'un atrium avec un système de puits canadiens qui viennent réguler la température en été et en hiver, avec des rios qui permettent le rafraîchissement. Et puis la rationalité du dispositif était tellement efficace que du coup je pouvais avoir financièrement ce matériau en corian. Mais pour autant, c'est un projet qui n'était pas assez peut-être sérieux. Alors pour autant, du coup, ça m'a parallèlement, j'ai fait trois autres projets, trois autres concours que j'ai gagnés consécutivement, justement sur cette problématique des bureaux. Un projet à Nancy, donc je réalise là, qui va être fini en mars 2014, à 200 mètres de la place Stanislas, le long d'un canal. Et là, avec la complicité d'André Rossino, maire d'Amiens, et de Martin Bouygues, je réalise le siège social de Pertuis Construction, qui est donc une filiale de Bouygues. Un projet qui s'installe un peu dans la tradition de Jean Prouvé, de travailler sur le métal, un peu ouvragé. Et puis cette façon là j'ai encore déformaté la question de la trame, puisque au lieu d'être dans la trame de 1,35 m, je suis dans la trame de 2,70 m avec des ouvrants, enfin des fenêtres donc de 2,70 m. Et l'autre particularité, c'est que c'est un bâtiment qui se fera tout en inox. Donc je pense que ça sera une première en Europe d'avoir un immeuble de bureau tout en inox. Donc forcément, à l'intérieur, dans les bureaux, ça a une perception un peu différente. Les espaces de réunion, l'espace de détente. Et donc le projet là est en cours de construction et l'entreprise Pertuis fait un béton absolument remarquable. On est à 5 mm de précision de béton, donc c'est complètement compatible avec la précision que demande l'inox en termes de façonnage. Donc là, ce que j'avais oublié de dire, c'est que la façon de protéger du soleil, donc c'est par ces paupières, et donc les ébrasements et l'ensemble du projet sera monomatière. Donc on aura tout l'habillage en inox. Autre projet qui est issu un peu du plateau de Kirchberg, c'est le projet de Clichy-Batignolles, qui lui n'est pas pour un utilisateur dédié, qui est pour ça s'appelle des bureaux en blanc. Le preneur n'est pas encore à ce jour, enfin si à ce jour il est choisi, mais j'avoue je ne le connais pas. Et donc il va utiliser ce bâtiment qui va être livré là en janvier 2014, en novembre, enfin normalement en décembre 2013. Et toute la problématique se jouait justement parce que c'est un bureau banalisé, l'usage des bureaux, comme on le sait parfois pas forcément montrable, des cartons accumulés, des cloisonnements un peu bizarres. Moi j'ai voulu mettre une sorte de paravent en fait, une sorte de cuirasse en fait qui venait entourer le bâtiment et qui permettait de l'extérieur d'avoir quelque chose d'assez homogène et de l'intérieur avoir quelque chose d'extrêmement transparent. Donc c'est une alternance en fait de grandes perforations, on voit vraiment directement sur l'extérieur, et après il y a une sorte de filtre donné par ces micro-perforations. Voilà, donc ça c'est déjà il y a un mois, donc c'est un peu plus avancé. Donc une alternance de grandes surfaces
coupés, micro-perforés, emboutis. Et du coup, toujours pareil, la question de la fluidité du rapport à la rue, il me semble d'autant plus énoncée que la partie haute est pleine, et donc la vêture se soulève au droit des accès et des circulations verticales pour laisser accès, donc, notamment là, ici, sur le hall d'entrée et sur la cafétéria, et côté voie ferrée sur le RIE. Alors, autre projet complètement différent sur ses composantes, en fait, en termes de sujets. Là, il s'agissait de travailler sur des logements pour travailleurs immigrés, pour Adoma, qui est donc l'ancienne Sonacotra, et il s'agissait là de redonner une dignité, une adresse à ces travailleurs qui sont souvent en transit ou mal logés. Donc un projet un peu lourd de sens, en fait, en termes de social, qui m'a fait, disons, amené à travailler sur... alors déjà, il y a un net progrès, c'est qu'au lieu d'avoir 8 mètres carrés, comme c'était déjà, il paraît, enfin, c'était encore le cas il y a une dizaine d'années, les cellules sont passées à 18 mètres carrés. Donc j'ai travaillé sur une grande répétitivité pour avoir la possibilité d'avoir une monomatière aluminium sur l'extérieur, et qui m'a permis de travailler sur en fait, je pense, qui était l'essentiel du projet, c'était le rapport, en fait, d'être vu, pas vu, et en même temps de redonner un peu cette idée d'un collectif, non pas mystique, hein, comme la référence des Rosas, mais quelque chose de plutôt, comment dire, extrêmement, beaucoup plus ludique, beaucoup plus chatoyant, et cette idée que, donc, il n'y avait pas une exposition forcément de la misère par de grandes baies vitrées qui seraient peut-être décalées, mais d'arriver peut-être à surdimensionner pour autant cette fenêtre, pour avoir la plus grande ouverture possible, et de permettre d'avoir cet effet de filtre entre l'intérieur et l'extérieur. Bon, ce projet-là, donc, je terminerai le chapitre consonance et dissonance avec ce projet, simplement parce que, bon, alors même que sur la cuisine centrale, on était 5 femmes architectes à pouvoir y répondre, là j'étais la seule femme parmi 20 concurrents à y répondre. Alors je me suis demandé s'il n'y avait pas un programme donné, la possibilité de répondre selon qu'on soit un homme ou une femme. En tout cas, moi, ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'était de répondre à un projet qui était mixte dans sa fonction, et puis un projet extrêmement évolutif, dans la mesure que c'est alternativement un stade de rugby, une salle de concert, où il y a également il y a des bureaux qui sont adjoints pour l'équilibre économique, et puis cette problématique, pour le contexte, on doit absolument pouvoir fermer, en fait, le dispositif qui est dévolu au rugby par des grandes ouvertures. Donc j'ai simplement fait comme une sorte de fermeture éclair qui permette de fermer le dispositif général. Et puis comme, en fait, je comprends rien au rugby, j'ai fait la pelouse bleue parce que je trouvais ça beau. Voilà. Alors, le consonance et dissonance, enfin moi je lirai ce que j'ai écrit. Le fait de proposer des ouvrages dont l'expression peut être différente à chaque fois signifie que ce qui pourrait apparaître a priori comme un travail dissonant n'est autre qu'une mise en perspective d'une œuvre hybride qui, une fois assemblée et regardée dans sa totalité, apparaît comme une forme nouvelle de consonance. Donc en fait, le critère, ça ne peut pas forcément être l'unité de style, mais peut-être l'unité du regard qu'on porte sur les choses, ou l'exigence du regard qu'on porte sur les choses. Chapitre 3, texture urbaine. J'illustrerai en fait ce chapitre avec 2 projets, Théo 210 et le projet de Val-de-Fontenay, que je réalise à l'heure actuelle. Donc Théo 210, c'est un projet, un workshop auteur qui avait été lancé à l'initiative de Jean-Pierre Caffé, qui visait à remettre en jeu la question, en fait, de la hauteur à Paris. Et c'était au moment où l'idée peut-être du déplafonnement du PLU était en jeu. Donc sur une parcelle on était 4 à répondre, à étudier en fait ce projet, mais chacun en a proposé une solution différente. Il y avait Zarwo Kutten, Jacques Ferrier et Éric Lapierre. Donc c'était un terrain de 120 000 m² sur lequel il fallait construire 400 000 m² de bureaux, de commerces, de logements et d'équipements. Ma proposition a été de dire qu'au lieu de penser la hauteur comme un lampadaire sur un trottoir, le mieux,
était d'imaginer en fait déjà une densité, bon, la problématique c'était de maintenir le COS de 3 comme à Paris, d'imaginer une densité horizontale qui, parce qu'il y avait une raison tout d'un coup de devenir verticale, notamment la proximité de la Seine, on pouvait installer un bâtiment remarquable qui s'installe un peu dans cette, je dis, rapport à l'histoire de Paris, qui a toujours installé des bâtiments majeurs sur le bord de la Seine. Or, en plus, la question de la hauteur ne posait pas problème puisqu'elle portait ombre sur la Seine. Alors là, la question de la hauteur était possible. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'automaticité à la question des tours, mais dans certains cas, elle peut, notamment là, ici, ce qui était avéré, c'est que de condenser en fait des surfaces dans cette partie-là, ça permettait de dégager un parc. Donc j'imagine, moi, la densité verticale quand elle est dans le prolongement d'une densité verticale. Densité horizontale, pardon. Et cette tour, moi, je l'ai proposée, alors, comme je l'ai fait à Strasbourg, mais c'est un projet qui est postérieur à celui-là, c'est que je n'imaginais pas de pouvoir superposer la question de la mixité. Parce que pour moi, la mixité superposée, c'est une... forcément, il y a un problème de réglementation en France qui fait que c'est forcément des surcoûts énormes et des problèmes structurels importants et un problème, en fait, d'efficacité en termes de possibilité, du coup, d'avoir un bâtiment qui trouve toute son économie de projet dans la qualité de son expression, notamment... Pardon. Et j'ai proposé, en fait, d'avoir une tour de bureau de 210 mètres, épaulée par une structure intermédiaire à une tour de 140 mètres de logement. L'avantage, en fait, de ce dispositif, c'est que ça me permettait d'avoir une sorte de... déjà, au plus, pour des questions d'ensoleillement, je décalais l'une par rapport à l'autre. Et puis, après, pour des questions, en fait, de mise en commun d'énergie, on pouvait récupérer l'énergie du bureau, le surplus d'énergie du bureau pour le logement, et vice-versa. L'autre dispositif, c'était important, c'est forcément le rapport fusionnel dont je parlais, c'est-à-dire le rapport entre la densité horizontale et cette densité verticale, donc d'avoir une sorte de fluidité au niveau de la rue avérée. Et puis une fois qu'on avait cette fluidité en termes d'équipement, moi ce que je proposais, c'est de le démultiplier sur 3 niveaux pour proposer des mises de services mis en commun au bureau et au logement, avec la possibilité d'une accessibilité du public par une accessibilité indépendante. Donc, densité verticale, mais sans automaticité. D'ailleurs, sur le projet de Val-de-Fontenay, moi j'ai proposé plutôt une densité horizontale, parce qu'il n'y avait pas de raison véritable de penser la densité verticale. Et puis, il y avait cette idée de déplacer 5500 personnes de la Défense à Val-de-Fontenay. Donc j'ai surtout cherché à faire que ce site soit, disons, compatible avec cette densité que je trouve assez extraordinaire. Alors, pour la rendre possible, j'ai pris, parce que le terrain n'était pas très grand, c'est un terrain de 23 000 m² pour 90 000 m² de bureaux. Donc 90 m², c'est donc 5500 personnes, c'est l'équivalent d'une tour. Donc j'ai pris une sorte de... Ce qu'il aurait fallu comme terrain, je l'ai plissé. J'ai considéré donc ces ondes qui correspondaient à la masse bâtie, qui étaient orientées toutes est-ouest, pour pouvoir toutes bénéficier d'une orientation optimisée. J'ai installé au milieu un herbier, qui est donc les jardins dessinés par Pascal Cribier, et pour donner une dimension, disons, une texture plus chaleureuse, j'ai mis une texture commune qui est le bois. Mais pas n'importe quel bois. C'est un bois composite, un peu comme notre société. Et donc, en fait, c'est un bois composite. Pourquoi ? Parce que je considère qu'utiliser du bois naturel, c'est absolument incompatible avec la taille de cet ensemble immobilier. Ça donnerait un entretien absolument démoniaque. Et puis, donc, si on ne l'entretenait pas, il y aurait un aspect désolant assez rapidement. Selon les orientations, il serait plus ou moins noirci. Donc j'ai utilisé un bois composite qui est fabriqué à partir de 100% de matériaux recyclés, et il est à 100% recyclable. Donc ce matériau, en fait, ce sera une première en Europe, dans la mesure où c'est des industriels japonais qui l'ont mis au point. Et de ce point de vue-là, ils ont 15 ans d'avance sur nous. Et donc c'est une façon de pouvoir installer tranquillement cette matérialité pour que ça soit qu'il ait une dimension à la fois, qu'il apporte de la chaleur, qu'il s'installe dans la dimension patrimoniale voulue par la Société Générale.
Ce bois, en fait, il est serti par de l'aluminium anodisé brillant, ainsi que le clos couvert, qui est également dans cette même monomatière. Ce dispositif me permet d'avoir une sorte, par effet de répétitivité, l'élément consonant, régulier, un peu comme à Strasbourg, donc une sorte de première vêture extérieure qui donne la texture du projet. Et puis le deuxième plan, qui est celui de la dissonance, qui est de la complexité du programme, qui vient créer des perturbations dans le dispositif général, les entrées, les cafétérias, les balcons. Et là, on trouve le dispositif général, donc 3 grands corps de bâtiments qui sont dans la superstructure, qui viennent s'installer sur les 23 000 m² de services partagés et stockage, qui sont irrigués chacun par une grande rue et qui desservent chacun des bâtiments. L'entrée se fait par le pavillon central, pavillon d'accès, et la décoration intérieure, en fait, la Société Générale m'en a confié le mandat, que je partage avec Christophe Pillet, donc designer, et avec lui, j'ai défini en fait toute une sorte d'esthétique qui permet de faire en sorte que cette grande échelle reste disons, à dimension humaine, avec un travail en fait en permanence sur la façon là on se trouve ouvert sur des patios. Parce que, en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que cette plateforme, elle est percée par de grands patios qui viennent éclairer l'ensemble des locaux qui viennent s'organiser autour. Et ces patios éclairent en fait cette rue intérieure, comme on le voit ici dans son extrémité, et tout disons, le travail en fait sur qu'a fait Christophe Pillet, c'est d'arriver à venir mettre des sortes de parois qui viennent créer une sorte d'ambiguïté entre intérieur et extérieur et encadrer les différentes ouvertures que j'ai dessinées pour justement avoir en permanence un rapport avec les différents jardins. Donc là, on voit ici des cafétérias, cette ambiguïté entre intérieur et extérieur qui crée une sorte d'élément, une échelle en fait à échelle humaine. Donc un premier patio, une cafétéria, un deuxième patio dans le deuxième plan, différents espaces disponibles, le foyer des amphithéâtres, l'amphithéâtre qui donne en fait avec des vues sur les patios. Donc cette échelle en fait des patios qui viennent créer une deuxième espace d'intimité, et donc là l'espace de restaurant. Donc c'est vraiment l'implication de cet élément, donc la grande échelle, élément en fait structurant, consonant, et la petite échelle est cet élément donc, qui vient apporter de la variété, et cet élément qui permet d'intégrer un effet un peu sur mesure par rapport à l'usage et au fait que ces 5500 personnes auront à disposition, en compensation de cette grande densité, des espaces gérés à échelle humaine. Donc la cafétéria donc ouvert en fait sur ces jardins extérieurs. Donc tout le temps en fait cette présence en fait de la végétation qui vient s'interposer, s'intercaler, compléter la densité des masses bâties. Après, depuis cette rue intérieure, on a la question de l'accessibilité vers les bureaux qui constituent quand même 77 000 m² de l'ensemble, avec cette volonté de créer des espaces complètement pacifiés d'un point de vue maîtrise en fait technique et hygrothermique qui permet que la technique disparaît complètement au profit donc un espace blanc assez pacifié et qui s'ouvre par de grands cadrages 5,40 m par 3 m sur l'extérieur. Donc le vis-à-vis, au lieu d'être un vis-à-vis neutre, banal, qui serait en mur rideau de verre, c'est vis-à-vis avec matérialité bois, qui lui-même a une profondeur avec l'aluminium brillant, dans lequel vient s'intercaler le végétal. Donc différentes perceptions.
Donc ce projet-là est en cours de... Enfin, commence juste, voilà. Et puis va être livré en fin 2015, début 2016. Merci.